Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'auditorium du Louvre pour la présentation donc, par les commissaires de l'exposition dédiée à Alsdorfer. Il y a des expositions et des catalogues qui comptent dans la vie d'un historien de l'art. Parce que ce sont des travaux qui permettent de mettre en lumière un artiste méconnu, d'avoir une vision différente sur cet artiste, de valoriser des œuvres nouvelles, des réflexions nouvelles. Je pense que nos trois commissaires, Olivia Savatier, Hélène Grolmund et Séverine Le Pape, vous en font ici, aujourd'hui, la plus belle des démonstrations et que cette exposition et ce catalogue vont compter dans l'histoire de l'art et la redécouverte de l'histoire de l'art, en particulier en terre germanique. Albrecht Alsdorfer est aujourd'hui un artiste, on peut dire, méconnu, hors d'Allemagne et d'Autriche, où il a laissé la plus grande part de son œuvre. Lorsque, donc, il y a maintenant 6 ans, nous avons mis en place la programmation des expositions du département et que ces trois dames m'ont proposé de rendre hommage à Alsdorfer, j'ai tout de suite trouvé l'idée tout à fait attrayante. D'une part, ainsi que je l'ai écrit dans la préface du catalogue, parce que la personnalité d'Alsdorfer avait accompagné mon adolescence lorsque j'ai passé de nombreuses années en Autriche et découvert en particulier son chef-d'œuvre qui est le polyptyque de l'abbaye de Saint-Florian, qui est une œuvre magistrale qui malheureusement, par ses dimensions et par sa fragilité, ne peut pas bouger, et en raison des affinités que j'ai toujours eues avec les artistes de l'école germanique. Donc ça a été 6 années de travail pour réussir à construire ce parcours que vous avez découvert ou que vous allez découvrir autour de la personnalité d'Alsdorfer. 6 années de négociation pour faire venir le maximum d'œuvres. La difficulté est que l'artiste a beaucoup travaillé sur bois, et vous savez combien les institutions muséales ou les collectionneurs privés sont inquiets à l'idée de faire voyager les panneaux de bois. Et donc ces négociations se sont d'autant plus compliquées lorsque nous avons été touchés par la pandémie et que le pays s'est fermé, ainsi que nos voisins, en pleine période de préparation de l'exposition. C'est pourquoi, d'une part, nous l'avons repoussée et pris la décision de la maintenir, étant donné le travail qui avait été accompli. Et ensuite, ça a été un long travail de persuasion et d'amitié, d'affinité entre les équipes du musée du Louvre, dans toute leur diversité, parce que bon, c'est le résultat du travail intellectuel de ces trois dames, mais toute exposition est le résultat surtout du travail de toutes les équipes du musée du Louvre. Eh bien, grâce aux réponses de nos collègues, eh bien, vous avez pu découvrir et vous pourrez découvrir l'ensemble des œuvres ici réunies. C'est quelque chose d'exceptionnel. La dernière exposition qui avait été dédiée à Alsdorfer s'était déroulée il y a plusieurs dizaines d'années à l'Institut culturel suisse. Il était limité essentiellement à l'œuvre graphique. C'est là aujourd'hui un hommage rendu à Alsdorfer dans toute sa diversité créatrice et pas seulement dans sa diversité graphique. C'est aussi l'occasion de repenser cette école du Danube à laquelle on a très régulièrement, et en particulier nos collègues allemands, rattaché l'artiste pour essayer d'en donner une autre vision. Je vous laisse la parole, mesdames. Je vous remercie Xavier de cette introduction. J'ai travaillé à vos côtés et grâce à vous, j'ai pu faire cette exposition. Donc je pense que l'amnésie est uniquement due à l'émotion que nous partageons tous les quatre de voir enfin cette exposition de la résilience, parce que j'ai envie de l'intituler ainsi, enfin montée et avec du public que nous espérons vraiment nombreux et au rendez-vous. Alors il me revient la difficile tâche d'introduire cette exposition et ensuite de vous donner quelques éléments sur la première partie
de la carrière artistique d'Alsdorfer. Xavier l'a très bien dit, c'est un artiste, un grand maître de la Renaissance allemande, mais assez méconnu, déjà moins connu même de la part des Allemands et des Autrichiens que ne le sont ses contemporains Albrecht Dürer, Lukas Cranach ou même Hans Baldung-Grien, et en France encore moins, puisque comme Xavier l'a rappelé, la seule exposition qui a été consacrée à cet artiste date de 1984 au Centre culturel du Marais. Et encore était-il présenté uniquement selon l'idée qu'il était un chef de file d'une école dite du Danube, construction historiographique qui naît au début du XXe siècle et qui visait à montrer les relations, la pérennité d'une mouvance d'artistes, une mouvance très vague, très lâche, pour ne pas dire complètement inexacte dans sa définition même artistique, une mouvance du Danube et de l'Autriche qui se serait continuée, qui aurait fait ce génie allemand et qui se serait continuée jusqu'aux première moitié du XXe siècle avec une arrière-pensée politique, l'idée étant de montrer que ce génie bavarois autrichien permettait tout à fait, en 1938, de légitimer l'Anschluss de l'Autriche, le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne. Évidemment, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les historiens allemands ont complètement remis en cause cette question de l'école du Danube, montrant que, évidemment, tous les critères qui avaient pu être mis en avant étaient complètement contestables. Et il nous semblait d'autant plus important de pouvoir vous montrer Albrecht Alsdorfer selon un point de vue monographique, pour vous montrer l'originalité de l'artiste, montrer qu'en effet, il est tout à fait au courant de ce que ses contemporains allemands ont pu faire, mais montrer aussi qu'il n'est pas juste cet homme un peu naïf, proche des forêts et des paysages, et qu'il s'agit d'un lettré qui est tout à fait au fait des débats théologiques et des réalisations artistiques les plus importantes de son époque, auxquelles il contribue très largement, et j'espère qu'on arrivera à vous en convaincre. L'exposition présente donc en 9 grandes sections le parcours artistique d'Albrecht Alsdorfer, les premières années de 1504 à 1511, sa production caractéristique des dessins en clair-obscur sur laquelle je reviendrai, la période des années 1511-1515 autour des bois gravés, très important dans l'affirmation de l'artiste et leur réception. Et puis nous continuons le fil où nous intégrons des éléments thématiques que vous verrez au fur et à mesure et qui seront présentés par chacune d'entre nous à tour de rôle. Alors, quelques éléments biographiques sur Alsdorfer. Des documents d'archives existent, mais vous verrez qu'ils ne donnent que quelques repères et que beaucoup de zones d'ombre restent encore pour bien comprendre ce qu'a pu la biographie et la carrière d'Alsdorfer. La date de naissance de l'artiste n'est même pas connue. Il est cité pour la première fois le 13 mars 1505 comme peintre d'Amberg et citoyen nouvellement admis à Ratisbonne. On a considéré que cette reconnaissance signifiait qu'il devait être âgé entre 20 et 25 ans et donc qu'il était né au plus tard en 1480. Son lieu de formation demeure tout aussi inconnu. On a établi par recoupement l'idée que son père, que Ulrich Alsdorfer, un Ulrich Alsdorfer qui est mentionné dans les archives de Ratisbonne, pourrait être son père. Cet Ulrich était à ce moment-là peintre de Ratisbonne. Il dut renoncer à son droit de citoyenneté de la ville de Ratisbonne en 1491 et sans doute la famille quitte la ville s'il s'agit bien de la famille d'Albrecht, peut-être donc pour Amberg, lieu à partir duquel Alsdorfer est désigné quand il revient en 1505 à Ratisbonne. En 1505, l'artiste est peut-être donc un fils de la ville qui revient et qui va s'atteler à faire en sorte de devenir un artiste connu et bien installé dans la ville. Et les années qui vont suivre vont montrer que cette ascension sociale est réelle et importante. Quelques éléments biographiques. On sait qu'il est en 1515 membre de la ville de Wercherwart, un organisme chargé du contrôle de la qualité des pots, et surtout la grande reconnaissance, une des premières reconnaissances de l'artiste en tant que notable de la ville, c'est le fait qu'il soit admis comme membre du conseil extérieur de la ville de Ratisbonne, une fonction de conseiller d'une instance importante, car la ville de Ratisbonne à ce moment-là est une ville libre, même si elle entretient des relations un peu tumultueuses avec l'Empire.
l'Empire, et c'est une instance où sont prises des décisions économiques, politiques et religieuses de premier plan. Cette importance d'Alldorfer, ce rôle d'édile, d'homme politique dans sa ville, est confirmé en 1526, soit une dizaine d'années plus tard, puisqu'il passe du conseil extérieur au conseil intérieur, qui est vraiment le petit cercle du pouvoir autour du maire. La miniature que vous avez à l'écran, qui est de Danz Mielich, le représente ainsi, siégeant lors d'une de ces séances. Nous sommes en 1536, Alldorfer est visible au troisième rang à gauche en partant du bas, vêtu comme un notable. Vous voyez ici un riche manteau de laine sans doute grise qui montre qu'il s'agit d'une personne aisée, et il participe donc à cette séance de remise du livre de privilèges au maire, avec l'idée que ce frontispice de ce manuscrit est là pour rappeler tous les privilèges et les principaux traités de la ville. Le conseil intérieur est important, puisque c'est vraiment, je le répète, l'endroit où, dans le petit cercle, on délibère des grandes stratégies, des grandes décisions politiques de la ville. Hans Mielich, l'auteur de cette miniature, en 1536, était sans doute un compagnon d'Alldorfer, pas un élève, puisque son style était déjà très affirmé, et il est là à représenter sans doute le seul portrait incontestable de l'artiste. Il occupe un certain nombre de charges, notamment d'architecte, mais Hélène reviendra dessus. Et surtout, en 1528, 2 ans après son entrée dans le conseil intérieur, on lui propose la prestigieuse charge de bourgmestre, maire de la ville. Il y renonce en raison d'une commande importante, c'est ce que nous disent les actes, qu'il doit honorer pour le duc Guillaume IV de Bavière, et on pense avec raison qu'il s'agit sans doute de cette fameuse bataille d'Alexandre, et de Darius, de la bataille dite d'Issos qu'il doit réaliser et qui sera terminé en 1529. On ne lui connaît pas d'enfant, on sait que ses héritiers sont son frère, Erhard, sur lequel je reviendrai, et 2 sœurs, Aurelia et Magdalena, qui sont à Nuremberg. Il meurt en 1538 et son inventaire après décès révèle un train de vie très aisé. Il est propriétaire à ce moment-là de 2 maisons, il vit dans un grand confort matériel, il dispose de nombreuses œuvres d'art, de tableaux, d'œuvres peintes, dont un tableau d'Albrecht Dürer, des coffres avec de nombreuses estampes, des livres de modèles, un certain nombre d'orfèvreries sur lesquelles je reviendrai. Mis à part ces quelques éléments que je vous ai très succinctement rappelés et brossés, nous n'avons pas d'autres sources pour connaître cet artiste. Pas d'écrit de sa main, contrairement à Albrecht Dürer, pas de récit sur sa vie qui pourrait nous donner des éléments sur sa personnalité, et quelques mentions qui attestent de commandes, mais peu d'entre elles sont vraiment documentées. On ne sait donc rien de sa formation, et je commence donc cette première partie de ce style en formation. On ne sait rien de sa formation. Vous allez très vite voir que dans son œuvre, il y a un aspect calligraphique très miniaturiste qui a conduit les historiens à penser qu'il avait dû être formé par des enlumineurs, peut-être Berthold Furtmer à Ratisbonne ou peut-être Jörg Kolderer. Mais aujourd'hui, toutes ces hypothèses ont très largement été revues et on préfère dire que malheureusement, nous ne savons rien de cette formation. Les premières œuvres datées datent de 1506, notamment ses dessins et ses gravures, et ce que je vous montre à l'écran, ce sont ses premières peintures de 1507, dont le fameux diptyque, qui n'en était pas un au départ, représentant Saint François et Saint Jérôme. Ces 2 peintures sont extrêmement intéressantes pour comprendre ce qu'Alldorfer a pu voir dans ses jeunes années et quelles sont les références auxquelles il va vouloir se frotter dans un concept d'émulation sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Vous voyez en effet que le Saint Jérôme est directement inspiré d'une gravure d'Albrecht Dürer de 1503-1504 et le Saint François, et le Saint Jérôme, lui, davantage de Lucas Cranach, même si il y a aussi une gravure de Dürer que j'aurais pu mettre parce que le dossier pour Saint Jérôme est un petit peu plus compliqué en termes d'inspiration. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que Alldorfer ne retient pas des 2 artistes, et notamment pour Dürer, s'il retient évidemment la figure centrale, il va tout de suite la mettre dans un paysage extrêmement important, extrêmement développé, qui est d'une certaine manière déjà sa marque de fabrique et qui n'ira qu'en s'amplifiant les années avançant. Il y a aussi, peut-être vous ne le voyez pas à l'écran, mais je vous invite à aller voir ses œuvres dans l'exposition, cette touche extrêmement
miniaturise cette petite pointe de couleur à poser délicatement au pinceau qui vibrent sur la surface et qui sont là aussi la marque, la manière dont Alldorfer développe son style dans ces années-là. La question se pose donc de savoir comment il a pu être en relation avec les œuvres de Dürer et de Cranach. Évidemment, la gravure joue un rôle essentiel. Vous avez compris que c'est ce médium qui permet à la fois pour Dürer d'être connu très rapidement et aussi d'être diffusé. Et on sait qu'Alldorfer, à la fin de sa vie, avait des coffres remplis de gravures. Ce n'est pas le seul exemple. Vous verrez dans toute l'exposition que nous faisons très souvent des liens entre une source d'inspiration, souvent gravée, et puis le résultat, en tout cas sa transformation par Albrecht Alldorfer. Une relation entre Dürer et Alldorfer, une rencontre physique n'est pas à exclure, évidemment, dès ces jeunes années de formation, ou peut-être lors des grandes commandes de Maximilien, où les deux hommes vont être amenés à travailler sur les mêmes projets, sur lesquels Hélène reviendra. Et puis, ce contact avec Cranach, lui aussi, peut se poser, puisque Cranach est à ce moment-là, dans les années 1500, à Vienne, qui n'est pas forcément éloigné de Ratisbonne, et surtout, il est amené assez vite, dès 1504, à revenir dans le nord, puisqu'il va partir à la cour du prince électeur de Saxe à Wittenberg, et il passe peut-être par Ratisbonne et par Nuremberg. Alldorfer est aussi un fin connaisseur de l'art italien, et nous souhaitions le montrer par ce tableau de la Sainte Famille avec un diacre de 1507, qui montre comment il connaît déjà, dès ses jeunes années, Mantegna, par le biais d'une gravure, celle de Giovanni Antonio da Brescia que vous avez à l'écran, et peut-être, mais comment le savoir et comment le prouver, ce tableau de Dresde de Mantegna, qui montre comment Alldorfer a retenu de Mantegna à la fois cette iconographie de l'enfant sur le giron de sa mère, ce cadrage extrêmement resserré, ce fond noir, mais évidemment transformé, mis à la sauce alldorferienne, puisque les visages sont davantage gonflés, l'accent est mis sur la lumière et les drapés, davantage que ce que Mantegna pouvait proposer. Nous sommes ici en 1507, c'est une réattribution, en tout cas une redatation, puisque pendant très longtemps le tableau a été daté de 1515 et les analyses techniques faites par nos collègues du Kunsthistorisches de Vienne ont pu montrer que nous étions vraisemblablement avant 1510 et peut-être même en 1507. La confrontation de ces deux gravures, l'une de Dürer de 1508 et l'autre d'Alldorfer en 1509, nous montre comment l'artiste aussi s'intéresse à la gravure. Dès 1506, des premiers burins il exécute ses premiers burins et il se confronte très rapidement dans ce concept d'émulation propre aux humanistes à ce grand maître qu'est Dürer et à son art consommé du burin. Vous voyez ici dans ces deux gravures qui représente la Vierge à l'Apocalypse, toutes les différences que l'on peut voir entre les deux réalisations. D'un côté, ce burin impeccable, extraordinairement maîtrisé d'Albrecht Dürer, qui est beaucoup plus pictural, j'ai envie de dire, du côté d'Alldorfer. Et puis surtout, l'idée que Alldorfer va complètement abandonner ce côté céleste pour faire de cette Vierge de l'Apocalypse une Madone terrestre. Et d'ailleurs, même la notion même de Vierge de l'Apocalypse et du croissant de lune est absente. Il y a bien cette idée peut-être de renoncer de la part d'Albrecht Alldorfer à un thème iconographique médiéval pour en faire quelque chose de tout à fait moderne. L'autre artiste qui est intéressant de confronter à Alldorfer, c'est Jacopo de Barbari, ce peintre, graveur, dessinateur, actif à Vienne autour de 1500, et puis qui très vite fait le chemin inverse, j'ai envie de dire, de nos artistes allemands, puisqu'il part dans le nord, d'abord à Nuremberg en 1501, puis pour s'installer, comme Lucas Cranach, à la cour du prince électeur de Saxe à Wittenberg, à partir de 1503. L'artiste Jacopo de Barbari est intéressant puisqu'il fait cette synthèse de l'art italien et allemand et propose évidemment à son public un corps et un rendu des proportions tout à fait en accord avec ce que l'on connaît et ce que l'on développe à ce moment-là de la perspective de la Renaissance. Et vous voyez ici qu'Albrecht Alldorfer, dans les deux gravures montrées à l'écran, certes reprend évidemment le canon, le personnage de l'Apollon, mais le canon est complètement différent. Il assume
assume sans doute, et ce n'est pas parce qu'il n'y arrive pas, mais bien parce qu'il assume l'idée de ne pas reprendre ce canon des proportions de la Renaissance pour faire de ces femmes, de cette tentatrice et cette fortune, des femmes peut-être un peu plus lourdes, des corps un peu plus volumineux, mais qui montrent bien que ce que Jacopo de Barbari a repris de l'Italie, enfin a importé d'Italie, l'intéresse, notamment dans le rendu des nus féminins. Je passe à la deuxième partie, qui est une des spécificités de l'art d'Alldorfer dans ses jeunes années, c'est le dessin en clair-obscur. Cette technique picturale connaît un essor important au nord des Alpes, auprès de tous les grands peintres et dessinateurs, mais Albrecht Alldorfer se distingue de ses contemporains par le fait qu'il l'a particulièrement pratiquée. On lui attribue une 50aine de dessins selon cette technique, et de manière assez longue, puisque ses premiers dessins datent de 1506, les derniers de 1518, même si le corpus se situe davantage entre 1506 et 1513. Pour Alldorfer, le clair-obscur n'est pas un dessin préparatoire, c'est une véritable feuille autonome, virtuose, recherchée en tant que telle, et elle alimente très vraisemblablement un commerce, un goût que certains amateurs ont pour ce type d'image extrêmement expressive. Contrairement à d'autres artistes comme Dürer, qui pratiquent aussi cette technique, Alldorfer se distingue par son emploi de la gouache blanche en des lignes spontanées, calligraphiques et nerveuses, qui essayent de rendre la tension et le chaos de certaines compositions. Ces lignes de gouache blanche et ces touches de gouache blanche ne sont pas là pour structurer, mais bien pour exprimer. Vous avez ici, là aussi, une confrontation entre le clair-obscur tel qu'il est pratiqué par Crana en 1503-1504, ce Saint Jean-Baptiste de Lille, extraordinaire, un prêt magnifique. C'est ce que Crana pratique quand il est à Vienne, avec ses rehautes de gouache blanche nerveuse. Nous voyons ici l'intérêt expressif que Crana et Alldorfer reconnaissent à cette technique, mais les différences sont aussi très intéressantes à noter par rapport à ce que Alldorfer peut faire en 1506 dans son Sabbat des sorcières, soit 2 ou 3 années après, puisque vous voyez qu'en fait, certes, les rehautes de gouache sont là pour suggérer les volutes, le caractère assez démoniaque de la lumière et de tout ce qui se passe dans cette scène du sabbat, mais tout est extrêmement maîtrisé dans une calligraphie minutieuse qu'on ne trouve absolument pas chez Crana, où tout est vigueur et grands traits de pinceau. Une autre feuille de cette technique de 1506 aussi, où vous voyez d'ailleurs, c'est très intéressant, le petit bordé de plumes qui montre peut-être l'idée qu'il s'agit de faire de ces feuilles vraiment des petites feuilles destinées à la commercialisation et à la collection. Donc c'est cette feuille de Copenhague qui date aussi de 1506 et que nous aimons mettre en rapport, parce que cela nous semble important d'évoquer un artiste proche d'Alldorfer dans ses premières années. Nous mettons en rapport avec ce dessin à la plume d'Erhard Alldorfer, le frère d'Albrecht. Les deux artistes travaillent ensemble à Ratisbonne. Nous ne savons pas si Erhard est le frère cadet ou le frère aîné, mais le fait qu'il meure après 1561 à Schwerin nous fait peut-être penser qu'il était son petit frère. Mais vous voyez les deux artistes en 1506, 1508 qui se confrontent, qui travaillent sur la même thématique à la mode des lansquenets, mais dans deux techniques différentes. La technique très minutieuse d'Erhard, qui est proche presque d'une gravure en taille douce, et puis ce même Erhard qui lui aussi fait des clairs-obscurs, mais des clairs-obscurs qui n'ont plus grand-chose à voir avec Alldorfer, Albrecht je veux dire, puisque la plume et les rots de gouache minutieux d'Albrecht sont devenus ici, en termes de blanc, des choses beaucoup plus massive, plus confus, peut-être un petit peu moins subtil que ce que son frère, peut-être aîné, pouvait faire.
Albrecht Alldorfer a pratiqué le dessin en clair-obscur selon toutes les thématiques et parfois des thématiques très pointues. Ici, il s'agit du sacrifice de Marcus Curtius, ce héros narré par Tite-Live qui a sauvé la ville de Rome puisqu'il a décidé de se sacrifier et de se jeter dans une crevasse béante qui résistait à tout comblement. Vous voyez ici le héros en train de sauter avec sa monture directement dans la crevasse. Et ce que je vous disais tout à l'heure, des lignes calligraphiques extrêmement bien prouvées, en tout cas bien présentes dans cette magnifique feuille. C'est la première fois qu'un tel thème tiré de l'histoire romaine, donc plutôt à destination d'un public de lettrés, est pratiqué dans l'art du dessin et dans l'art du dessin en clair-obscur. Enfin, je finirai par la question de l'atelier d'Alldorfer. Nous n'avons aucun élément sur les contours que pouvait avoir cet atelier, mais nous sommes quasiment sûrs qu'il en existait un. Nous le voyons notamment dans la pratique du clair-obscur, du dessin en clair-obscur, où existe un certain nombre de répliques du même motif, de la même composition dans cette technique, qui montrent que sans doute Alldorfer avait un atelier avec des élèves qui utilisaient le clair-obscur comme moyen de se former et aussi moyen de répliquer et d'alimenter ce marché friand de dessin en clair-obscur. Ici, ce qui est intéressant et ce que notre collègue de Vienne a voulu montrer dans le catalogue, c'est que, contrairement à ce qu'on a pu dire, il ne s'agit sans doute peut-être pas d'une feuille de l'artiste et puis d'un élève. Ce que l'on sait depuis 1988, c'est que les deux feuilles proviennent que les deux dessins proviennent d'une même feuille, puisqu'il y a en fait ici un filigrane qui se retrouve et qui se complète parfaitement. Donc on imaginait dans un premier temps Alldorfer en train de travailler sur la première partie de la feuille, la coupant, et puis l'apprenti essayant de refaire cet Hercule, ce Samson et le lion, pardon. Donc vous voyez ici la mâchoire de l'âne qui lui a permis de tuer des milliers et des milliers de Philistins. Mais ce que Christoph Metzger met en valeur, c'est qu'ici, en fait, s'il s'agit d'un élève, il n'a pas voulu reprendre exactement le thème iconographique, puisqu'il a substitué à la mâchoire une patte de lion et qu'il a transformé le sujet du Samson et le lion en un Hercule et le lion de Némée. Et donc, il se demande si nous sommes bien en présence d'une feuille du maître et de l'élève, ou si nous ne sommes pas en présence, finalement, de deux feuilles d'Albrecht Alldorfer. Je laisse la parole à Hélène qui va nous présenter la deuxième partie de la carrière d'Alldorfer. Entre 1511 et 1513, Alldorfer va s'attaquer à une nouvelle technique, celle des bois gravés. C'est une technique donc il va utiliser très largement entre ces deux dates, mais à laquelle il aura recours pendant une décennie à peu près. Ce qui a pu le stimuler, c'est encore une fois l'exemple de Dürer, très, très important dans son œuvre. En 1511, en effet, Dürer édite des séries, la vie de la Vierge, la Petite Passion, la Grande Passion, et il réédite sa Grande Apocalypse. Donc des gravures sur bois également. Alldorfer va regarder les rapports entre le blanc du papier et le noir de l'encre. Il va faire preuve d'une immense puissance d'évocation, d'une très riche inventivité. Il va renouveler l'iconographie traditionnelle. C'est à cette époque aussi que, suivant l'exemple de Dürer, il va apposer à côté de son monogramme, dans des combinaisons qui s'apparentent à celles de Dürer, la date de ces gravures sur bois. Il met en place des solutions graphiques et des schémas de composition dans lesquels s'impose déjà l'architecture. Nous le reverrons, cette architecture qui a une grande importance dans son œuvre. Vous le voyez par exemple dans le Massacre des Innocents, donc une gravure sur bois datée de 1511, dans laquelle il introduit donc cette architecture qui lui permet de composer sa feuille, une architecture qui est
un mélange de gothique et de Renaissance, ça c'est aussi une particularité dans son œuvre, mais ce qu'il ajoute en plus à cette composition, c'est ce personnage de dos, cette figure repoussoir au premier plan que l'on a déjà vu dans le dessin des Lansquenet de 1506, cette figure qui permet au spectateur de rentrer dans sa composition et qui lui donne aussi sa profondeur, une profondeur encore accentuée par la figure de l'enfant, ici, au second plan, dans un raccourci assez saisissant. Cette innovation dans la construction est nettement frappante avec l'Annonciation de 1513. Petit à petit, Alldorfer réduit les dimensions de ses compositions, mais surtout, il renouvelle totalement l'iconographie traditionnelle. Vous voyez ici, ce qui frappe, c'est la grande figure de dos de l'ange qui est frappé par la lumière, donc l'utilisation aussi de la réserve de papier pour mettre en valeur ces personnages. L'ange est en train de rentrer dans la chambre de la Vierge qui est encore totalement prise dans sa lecture et qui ne voit pas arriver l'ange. On est là dans le moment qui précède véritablement l'annonce, donc dans une interprétation totalement renouvelée de l'iconographie. Ce que vous remarquez également dans cette œuvre, c'est la complexité de l'architecture de l'espace des compositions d'Alldorfer, la taille, le maillage très serré des tailles permet d'accentuer la profondeur, de varier les ombres et les lumières, et il ajoute, pour augmenter cette profondeur, le cartel qui porte son monogramme et qui est suspendu de biais à la voûte de cet espace de la chambre. La maîtrise et la force créatrice d'Alldorfer se révèlent de façon magistrale dans la suite très nouvelle, très innovante de la chute et de la rédemption de l'humanité. Ce sont 40 petites gravures sur bois, vous comprendrez pourquoi je ne vous les montre pas toutes, qui sont vraiment d'un format extrêmement réduit, en hauteur environ 7 cm, en largeur 5 cm. Cette réduction de la dimension l'oblige, enfin lui permet de concentrer son récit, d'accentuer aussi les perspectives. Vous le voyez particulièrement dans ces deux scènes, soit de la visitation ou de la présentation de la Vierge au Temple. Il utilise aussi ici très volontiers la figure vue de dos qui permet au spectateur de rentrer dans la composition. Et ça, c'est aussi une caractéristique d'Alldorfer, c'est nous faire rentrer dans la scène pour y prendre part. Il use aussi de lumières fulgurantes, que ce soit des lumières terrestres ou des lumières célestes. Cette suite aura un immense succès, elle va frapper les esprits des artistes, que ce soit des graveurs, des enlumineurs, des dessinateurs, des sculpteurs. Je vous en montre quelques exemples. C'est une suite qui va être très largement diffusée. Ici, un exemple de Sebald Beham, qui est d'une génération postérieure, qui va regarder avec grande attention le travail d'Alldorfer, qui va travailler dans le petit, d'où son assimilation au petit maître. Et dans cette eau-forte de 1520, il reprend spécifiquement une invention formidable d'Alldorfer, qui est l'ange de l'annonce à Joachim, qui surgit dans l'espace et qui vient tête en avant et pied à l'arrière devant nous, annoncer à Joachim la naissance de la Vierge.
Béham insistant sur cette apparition céleste avec le halo de lumière qui l'entoure, alors que Joachim disparaît dans le paysage. Un autre exemple, dans la sculpture, avec Hans Leinberger, qui va regarder aussi avec attention ces compositions d'Aldorfer et qui va, dans la sculpture, rendre avec brio les variations de blanc et de noir, les variations d'ombre et de lumière, où il reprend ici le raccourci du Christ dans une pose tout à fait étonnante, les plantes de pied devant nous. Et il arrive dans sa sculpture à nous rendre ces effets de profondeur en allant de la morphologie très affirmée du buste du Christ jusqu'à la très subtile gravure à l'arrière-plan du paysage. Dans l'enluminure aussi, on trouve ces inspirations très fortes, notamment chez Narcisse Renner, qui est actif à Augsbourg, qui va travailler ici pour la nièce de Maximilien, Susanna de Brandebourg, pour un livre de prière. La démonstration est éloquente. L'inspiration d'Aldorfer est immédiatement visible, mais Narcisse Renner aura cette capacité merveilleuse d'utiliser avec brio les couleurs de l'enluminure, ainsi que des rehauts d'or et d'argent qui donnent toute leur merveilleux et leur subtilité à ces enluminures. Ce sont 3 exemples parmi tant d'autres. Et cette suite qui aura une grande réception artistique jusqu'à la moitié, jusqu'au milieu du XVIe siècle, sera source donc d'inspiration pour des artistes dans des contrées éloignées, mais quand même en relation avec Maximilien et sa cour, jusque en France, à Limoges, où Colin Noyer nous livre cette arrestation du Christ dans l'émail. Dans les années 1510, Alderfer met au point un nouveau langage dramatique. Donc dans ses bois gravés, nous l'avons vu, les bois gravés entre 1511 et 1513, mais aussi dans ses burins, dans ses dessins et ses tableaux, et ce jusqu'à la fin de la décennie. Il met en œuvre des perspectives dynamiques, des raccourcis spectaculaires, des points de vue inhabituels, insolites, et des cadrages très audacieux. Et cette manière résolument novatrice de représenter des thèmes traditionnels vise à impliquer davantage le spectateur dans la scène représentée pour une plus grande participation émotionnelle. Ce burin représentant Saint Jérôme illustre parfaitement les talents de narrateur et de metteur en scène d'Alderfer. Saint Jérôme est un thème très apprécié dans la gravure au début du XVIe siècle. C'est le saint patron des humanistes. Dürer, notamment, le représente à maintes reprises. Et on le rencontre 2 types de représentations, soit en tant qu'érudit, en train de traduire la Bible en latin, la Vulgate qu'il tient ici sous le bras, soit en pénitent, avec le crucifix qu'il tient ici dans la main droite et la pierre avec laquelle il se frappe la poitrine dans la main gauche. Mais ici, Alderfer représente un moment tout à fait inédit de la vie de Saint Jérôme. C'est le premier à représenter en fait Saint Jérôme en train de se rendre au désert, donc en train de marcher sur le chemin de la Cèze, dans un arrêt sur image assez saisissant qui trouve un écho immédiat chez ses contemporains, notamment Sebald de Béham, qui en 1520 rend hommage à cette représentation tout à fait étonnante de Saint Jérôme. Ce burin fait partie d'une série de 3 grands burins, un grand pour Alderfer, c'est-à-dire 12 cm de haut, tout de même. Donc, un des 3 grands burins qu'Alderfer exécute donc, dans les années 1515-1518, à un moment où il regarde attentivement les burins de Dürer. Et on voit ici qu'il reprend certains traits de composition gravés par Dürer, comme ici ce mur herbeux qu'il emprunte à une gravure de saint Thomas de Dürer. Et cette confrontation des 2 gravures permet de bien saisir l'originalité d'Alderfer, qui incurve le long mur
qui s'étend derrière la figure de Saint Jérôme pour donner une plus grande impression d'espace. Cette spatialité tout à fait audacieuse et qui caractérise les compositions d'Alderfer, il la doit notamment à l'exemple des gravures de Mantegna, dont il devait posséder lui-même certains tirages ou des copies dans sa collection d'estampes. Et vous voyez ici cet exemple du Christ au limbe gravé d'après Mantegna, où on voit une composition en mouvement, avec une perspective d'abord ascendante, puisque le point de vue du spectateur est en contrebas, puis plongeante vers les enfers, tandis qu'une route chemine en tournant sur la droite. Donc une perspective très mouvante qui inspire beaucoup Alderfer, et j'ai choisi donc cette estampe de Mantegna avec cette saisissante figure du Christ de dos, qu'on a déjà vu à plusieurs reprises chez Alderfer, donc chez Samson, Hercule ou l'ange Gabriel, donc cette figure de dos, et avec un drapé froissé, très mouvementé, qui accompagne l'agitation émotionnelle du personnage, et également collé au corps du protagoniste, comme on voit sur également la gravure du Saint Jérôme par Alderfer. On voit l'inspiration mantegnesque qui est présente également dans le drapé. Voilà. Donc la descente de croix est également une gravure d'après Mantegna qu'Alderfer a étudiée attentivement, et en particulier le groupe de figures qui se trouve ici, donc au pied de la croix, autour de la Vierge évanouie, qui repose sur les genoux d'une sainte femme, et avec une seconde sainte femme qui se penche vers la Vierge avec le dos qui forme un angle droit. C'est un groupe de figures qui revient comme un leitmotiv dans les œuvres d'Alderfer dans les années 1510. On en voit un exemple avec le tableau de Budapest, cette crucifixion, avec ce groupe qui est repris, mais bien sûr réinterprété. C'est une citation très libre d'Alderfer. Et on voit qu'Alderfer va même plus loin dans la figure en raccourci. Il augmente la vision perspective de la Sainte Femme de dos. Donc ces emprunts à Mantegna permettent de moderniser une composition ici qui est par ailleurs tout à fait traditionnelle. Cela correspond à un type bien connu des crucifixions à multiples personnages qu'on rencontre dans le gothique tardif en Autriche et en Allemagne du Sud, avec un aspect très iconique dans la moitié supérieure de la composition. Le Christ est isolé, seul sur sa croix, ce qui ne correspond pas d'ailleurs à la narration, puisqu'il manque les croix des deux larrons. Donc c'est une crucifixion donc volontairement archaïque qui se rattache à un mouvement historiciste qui est présent dans l'art allemand du premier tiers du XVIe siècle, et qui correspond probablement à une demande expresse du commanditaire d'Alderfer. On pense qu'il s'agit de Peter Meurer, qui était le prieur de l'abbaye de Saint-Florian, et donc le commanditaire de ce grand retable de Saint-Sébastien qu'évoquait tout à l'heure Xavier Salmon dans son introduction, donc l'un des chefs-d'œuvre d'Alderfer, qui malheureusement ne peut pas voyager, donc il ne quitte jamais les murs de l'abbaye pour laquelle il a été commandé. Et donc ce Peter Meurer a commandé des tableaux à Alderfer avec des styles très différents, puisque Alderfer est capable d'adapter son style aux exigences particulières d'une commande. Et le retable de Saint-Sébastien présente un style avec une accentuation de tous les effets qui tient compte en fait de la distance à laquelle le spectateur est amené à contempler le tableau, alors qu'ici on a affaire à un tableau de dévotion privée avec une démarche tout à fait différente. Voilà. Nous retrouvons le groupe inspiré de Mantegna dans deux autres compositions. Ce sont des exemples parmi de nombreux autres. Tout d'abord, cette lamentation dessinée par Alderfer à l'encre noire sur un bloc de bois. En fait, ce dessin est en réalité une matrice destinée à être gravée sur bois, et Alderfer a confié le bloc de bois portant son dessin à un artisan, un Formschneider, un tailleur sur bois, qui a commencé à entailler le bois au niveau des jambes du Christ et du bras, et qui s'est arrêté soudainement, alors peut-être pour des raisons techniques. Et cette magnifique composition donc, est l'un des très rares exemples de matrice en bois partiellement gravée qui nous soit parvenue pour cette période de la Renaissance. Donc le Christ a pris la place de la Vierge, vous le voyez, sur cette lamentation.
Et sur le dessin que vous voyez ici à droite, on observe une transposition de ces figures dans le registre mythologique, puisqu'il s'agit cette fois non pas du Christ mais de Pyrame, et la Sainte Femme s'est transformée en Thisbé. Donc vous retrouvez cette histoire racontée par Ovide dans ses Métamorphoses, ce destin tragique des amants, donc Pyrame et Thisbé, qui inspira ensuite Shakespeare pour Roméo et Juliette. Et dans cette transposition dans le registre profane, il y a également une translatio du sens religieux, puisque dans l'esprit de l'Ovide moralisé, qui est une interprétation chrétienne des Métamorphoses d'Ovide qui a été rédigée au Moyen-Âge, on lisait autrefois donc, la figure de Pyrame comme celle du Christ, et Thisbé était une métaphore de l'âme humaine, une lecture religieuse qui pouvait aussi être proposée comme un modèle de sacrifice conjugal aux jeunes époux chrétiens, ce qui permet de mieux comprendre pourquoi Alderfer a laissé une coiffe sur les cheveux de Thisbé. La coiffe la désigne comme une femme mariée, or dans le récit, c'est un couple illégitime, hein, leur famille refuse le mariage. Donc on a effectivement une translation du sens chrétien sur ce dessin qui n'est pas un original, mais une réplique probablement réalisée dans l'atelier d'Alderfer, et l'original perdu devait être à peu près contemporain de la lamentation de la matrice de Munich. Parmi les grands commanditaires et éminents commanditaires d'Alderfer figure Maximilien, l'empereur, plus que tout autre souverain à son époque, était soucieux d'assurer la diffusion de sa mémoria, car, écrivait-il, celui qui ne se soucie pas de sa mémoria de son vivant ne pourra l'entretenir une fois mort et sera oublié avec l'ultime coup du glas. C'est pour cela qu'il s'investit et qu'il investit aussi dans de très grandes entreprises qui le présentent comme l'idéal d'un héros chevaleresque et humaniste, qui mettent en valeur l'illustre lignée des Habsbourg, et c'est au fait. Alderfer est sans doute le premier grand artiste qui travaille pour Maximilien dès 1508 pour illustrer de dessins aquarellés, la biographie de Frédéric III, donc le père de Maximilien, et des faits de la jeunesse de Maximilien. Très rapidement, dès 1512, Maximilien va lui confier une très grande entreprise, la première grande entreprise que Alderfer va exécuter avec uniquement son atelier. Très grande entreprise, car il s'agit d'une frise de 109 parchemins, donc quelque chose de très précieux, du vélin sur lesquels l'artiste va dessiner à l'encre avec l'aquarelle et la gouache. Ces 109 parchemins se déployaient sur environ une centaine de mètres. Donc vous imaginez Maximilien regardant défiler ces conquêtes, autant sur terre que sur mer, dans des vues parfois recomposées, mais également dans ces batailles navales en Méditerranée à la fin du XVe siècle, dans des bâtiments qui sont fidèles à la réalité et qui sont portés comme des trophées par ces personnes à pied. Vous voyez ici deux exemples donc de ce grand cortège qui reprend l'idée des cortèges triomphaux des généraux romains et de leurs armées lorsqu'ils étaient de retour de leur victoire. Deux vélins qui vous montrent deux mains différentes. On les perçoit assez aisément. Les porteurs de cette grande bannière de la bataille navale sont dessinés avec une encre brune légère. Les couleurs sont apposées avec de grandes variations des nuances subtiles. À gauche, vous percevez tout de suite une autre main
qui utilise une encre noire qui va cerner beaucoup plus les figures, et les couleurs elles-mêmes sont apposées plus franchement, sans ces subtiles nuances que l'on voit dans l'autre composition. Donc une entreprise menée en 3 ans simplement par Alldorfer et son atelier. Dans le même esprit, mais dans une technique totalement différente, Maximilien va commander ce grand cortège triomphal. Il avait très bien compris le potentiel de reproduction de la gravure sur bois, et c'était une arme de propagande pour lui, même si ces entreprises n'étaient pas toujours achevées. Cet ouvrage est un exemple de coopération entre différents artistes et différents corps de métier. En général, Maximilien concevait le projet, il le confiait ensuite à l'un de ses conseillers, secrétaires humanistes. Ici, c'est Konrad Peutinger qui était aux commandes. Peutinger recruter différents artistes qui exécutaient des dessins et les transposaient sur le bois. Ensuite, un spécialiste, un graveur, coordonnait le travail des Formschneider. Alldorfer, pour ce cortège triomphal, participe très largement au dessin. Il va exécuter 39 en réalité, dessins préparatoires pour ces gravures, sur 136 qui nous restent aujourd'hui. Burgmayer est celui aussi qui intervient le plus. Dürer, à ce moment-là, participe très peu, avec simplement deux compositions. Ce qui est confié à Alldorfer, c'est une grande partie du défilé de ces cavaliers, soit en armure, soit en costume contemporain, qui portent les bannières des possessions de Maximilien et des territoires dont il doit hériter ou qu'il voudrait avoir en héritage. Donc des scènes qui se répètent, mais qui montrent toutes des différences dans le harnachement, dans la position des chevaux. Je vous invite à aller les regarder avec précision. La dernière partie, qui est le train de l'armée, propose des compositions assez truculentes et vives dans un environnement paysager, et où l'on voit toute la cohorte des suiveurs de l'armée qui permettent de ravitailler les belligérants ou de les rassasier. Sensiblement à la même époque, Alldorfer va contribuer aussi à une autre entreprise d'envergure que l'on appelle le livre de prière de Maximilien, en réalité un livre de prière qui était destiné à l'ordre de Saint-Georges, un livre imprimé en 1514 qui nous est parvenu en 2 fragments, malheureusement. Un fragment qui est conservé à Munich et un autre qui, heureusement, est conservé à Besançon et dans lequel figurent les dessins d'Alldorfer. Vous en avez un exemple ici, un dessin extrêmement filigrané, extrêmement précis, à la plume et à l'encre violette, qui illustre une partie, un passage de la Passion du Christ, et plus spécialement celui de la flagellation, ce pourquoi vous retrouvez à gauche les instruments de la flagellation qui sont surmontés d'une cuirasse qui emprunte très directement, encore une fois, à Mantegna dans ses triomphes de César. Et vous voyez aussi la capacité et la merveilleuse écriture d'Alldorfer dans la description des oiseaux ou des feuillages. Cet ouvrage pose la question des relations entre
Alldorfer et d'autres artistes, notamment avec Dürer, qui va largement contribuer aux illustrations, étant donné qu'on retrouve aussi bien dans les feuillets dessinés par Alldorfer que dans les feuillets dessinés par Dürer des motifs semblables, une façon de remplir les marges de l'ouvrage. On ne sait pas exactement comment se sont passées les choses. On sait que Peutinger a transmis un cahier ou des cahiers d'un artiste à l'autre. Malheureusement, on n'en sait pas plus. Est-ce que Alldorfer a vu les compositions de Dürer? Est-ce que Dürer a vu les compositions d'Alldorfer? Le mystère reste. Dernière grande entreprise à laquelle va participer Alldorfer, et cette fois-ci une entreprise qui sera totalement exécutée du vivant de Maximilien, c'est l'Arc de Triomphe, qui est mené en grande partie par Dürer et son atelier, mais auquel Alldorfer va participer en livrant les deux tours extérieures de l'Arc de Triomphe dans ses compositions où il célèbre les prouesses, par exemple, de Maximilien à la chasse, ou bien sa capacité à parler en plusieurs langues, ou bien Maximilien architecte ici. Un des domaines dans lequel Alldorfer a beaucoup contribué par la production d'un certain nombre d'estampes, c'est bien le domaine de l'ornement et de l'orfèvrerie. Et là, nous entrons au sein de l'exposition dans ces zones thématiques que nous avons ménagées au sein de ce fil chronologique. Nous sommes dans les années 1520-1525 et en effet, Alldorfer se distingue par un certain nombre de genres qu'il est un peu le seul à explorer, dont font partie l'ornement et l'orfèvrerie. Olivia parlera tout à l'heure du paysage et Hélène de l'architecture. Alors, tout d'abord, par le fait que Alldorfer s'est beaucoup intéressé à une production de ce que l'on appelle des estampes dites en manière de nielle, je reviendrai tout à l'heure sur cette appellation, gravées par un certain Pellegrino da Cesena, un artiste actif à Bologne au tournant du XVe et du XVIe siècle, dessinateur et graveur. Pellegrino da Cesena souhaitait, dans de toutes petites gravures, imiter cet art du niel, c'est-à-dire un art d'orfèvre qui consistait à travailler une plaque d'argent, à l'inciser et à y faire couler de l'émail noir et à pouvoir orner ainsi des objets et faire jouer l'éclat de l'argent avec le côté mat et noir de cet émail. Et ce sont ainsi que sont faites les premières gravures sur métal en Italie, mais Pellegrino, lui, décide d'en faire de vraies estampes en reprenant cette esthétique du fond noir extrêmement présent sur lequel viennent se détacher un certain nombre de personnages, très souvent inspirés de la mythologie. Il s'agit d'offrir aussi un répertoire à des humanistes issus de l'Antiquité classique ou de la mythologie gréco-romaine. Vous avez ici donc deux exemples tout à fait intéressants de Alldorfer qui reprend donc dans son Hercule et une muse la petite gravure de Pellegrino da Cesena en la transformant puisqu'il décide de ne plus utiliser ce fond noir ou en tout cas de le rythmer par un paysage de forêt qui est vraisemblablement inspiré de l'arrière-plan de la gravure d'Adam et Ève d'Albrecht Dürer de 1504. Ou bien ici, vous voyez comment il transforme ce couple d'amants conduit par des dieux marins. Le Neptune, dans son char, est devenu un couple s'enlaçant, où on retrouve un certain nombre d'éléments, d'ailleurs, du combat des dieux marins, de la gravure de Mantegna.
Ce sont de toutes petites gravures et on imagine bien qu'elles étaient destinées à des collectionneurs humanistes qui, en Allemagne, étaient aussi présents et s'intéressaient à ce type de composition. Nous ne savons pas comment Altdorfer a pu avoir accès à de tels modèles. Est-ce qu'il a pu en avoir connaissance par la fréquentation de la cour de Maximilien Ier, qui avait fait venir de Mantoue Gianmarco Cavalli, le graveur, un des graveurs au service d'Andrea Mantegna en 1506? Est-ce par le biais d'artistes allemands qui étaient allés à Bologne ou à Padoue, deux villes qui étaient extrêmement fréquentées par des jeunes artistes allemands dans leur formation, à travers des collectionneurs éclairés de la ville de Ratisbonne ou d'Augsbourg, auxquels finalement il fournit de nouvelles compositions, ou bien par un voyage qu'Altdorfer aurait pu faire lui-même, puisque nous avons si peu d'éléments sur ses déplacements et sur sa formation et ses années de jeunesse. L'autre série qui démontre l'importance d'Altdorfer dans le domaine de l'orfèvrerie, c'est bien sa suite de 23 gravures à l'eau forte, représentant des coupes, des doubles coupes, des aiguières, des gobelets ou des hanapes qu'il produit entre 1520 et 1525. Vous en avez ici un exemple de 4 qui montre l'inventivité formelle extraordinaire de telles représentations pour lesquelles on s'interroge, dont la destination n'est pas très claire. S'agit-il de livres de modèles, de répertoires de modèles à la manière de Kunstbuch, qui irait évidemment à destination d'orfèvres, pour d'autres artistes, ou bien pour des commanditaires eux-mêmes qui recherchaient la confection de tels objets extrêmement luxueux, de ces coupes d'apparat qui étaient destinées à orner un cabinet de curiosité ou un dressoir marquant l'opulence et le prestige du propriétaire. En tous les cas, ce que Altdorfer nous montre par ces 4 estampes à l'écran, c'est vraiment l'intérêt qu'il peut avoir pour la variété du répertoire formel qui était alors, qui faisait vraiment la gloire de l'orfèvrerie de l'Allemagne dans les années 1520-1525. Il reprend notamment un certain nombre d'éléments, par exemple le pied en balustre, qui est vraiment quelque chose de tout à fait à la mode dans cette période de l'orfèvrerie allemande, cette idée des enroulements d'acanthes au niveau des pieds, évidemment ce répertoire de gaudrons qui viennent rythmer les panses de ces différentes coupes, ces systèmes de double coupe avec ces fermetures ici du couvercle qui vient s'enchâsser et où Altdorfer évidemment met très opportunément son monogramme. Ce répertoire aussi végétaux, je vous l'ai dit déjà avec des acanthes, mais je vous invite par exemple épuis minéral, je vous invite aussi à voir dans l'exposition une magnifique orfèvrerie avec des éléments de muguet absolument extraordinaires. Ici ce sont des coquilles, donc vous voyez ici cette incroyable inventivité à laquelle l'artiste s'amuse dans cette confection donc de cette série de 23 estampes. Altdorfer n'a pas du tout été formé par des orfèvres, contrairement par exemple à Albrecht Dürer, dont le père était orfèvre, et donc on ne sait pas notamment comment il a pu apprendre le burin. Et Ratisbonne n'est pas une ville d'orfèvrerie. C'est pour cette raison que quand nous avons pu montrer les relations qu'il y a pu y avoir entre les suites d'estampes d'Altdorfer et les réalisations orfèvrées de l'époque, c'est vers Nuremberg qu'il faut se tourner. Vous avez ici un très bel exemple d'une coupe provenant du musée des arts décoratifs où l'orfèvre a repris le piétement en petite chimère ou sirène ailée, et puis le travail par contre complètement différent par rapport au modèle d'Altdorfer, si tant est qu'il s'agisse bien d'un modèle, mais où l'on voit la similitude du répertoire de gaudron, de cannelure et de feuilles d'acanthe qui s'enroulent au niveau de la coupe.
Ici, peut-être plus convaincant, ce ANAP, qui est très bien documenté grâce à un certain nombre d'éléments présents sur l'objet lui-même. On sait qu'il a été fait pour Johann, comte de Hohenlohe et de Dorndorf, commandeur de l'ordre teutonique à Kapfenbourg, et daté grâce à un cartouche à l'intérieur du couvercle de 1534. La confrontation est ici assez évidente. On voit très bien que l'objet reprend vraiment le ANAP dans la gravure de cette série d'Aldorfer, avec quelques changements, notamment dans la couronne de feuilles au niveau du pied, qui avait été proposée par Aldorfer et qui n'a peut-être pas convaincu complètement l'orfèvre, préférant des acanthes un petit peu plus vigoureusement découpées et peut-être plus facilement transposables dans l'art de l'orfèvrerie. Ces estampes ont une très grande circulation. Il faut insister sur le caractère novateur de la technique qui est utilisée, l'eau forte, et ça permet de faire une très bonne transition avec les paysages, puisqu'il s'agit vraiment de cette technique qu'il explore à partir des années 1519, 1520, et qui va être vraiment une forme d'expression et de liberté, notamment dans les paysages gravés de cet artiste. Les historiens de l'art ont beaucoup insisté, à juste titre, sur les talents de paysagiste d'Aldorfer. Aldorfer, dès le début de sa carrière, accorde une importance particulière, un soin particulier à l'évocation du cadre naturel très enveloppant qui entoure les protagonistes de l'histoire biblique ou mythologique qu'il raconte. Et ce paysage est tellement présent qu'il semble participer au récit. Mais dans les années 1510, Aldorfer va plus loin, puisqu'il est avec Wolf-Huber, l'inventeur d'un paysage qu'on peut qualifier de paysage pur, c'est-à-dire un paysage où la figure humaine est soit totalement absente, soit réduite à de minuscules silhouettes qu'on a peine à distinguer. Le paysage est donc représenté pour lui-même et n'est plus le support d'une narration, qu'elle soit biblique ou mythologique. Avec ces deux dessins très précoces de Wolf-Huber et d'Albrecht Alldorfer, on voit comment les deux artistes mènent simultanément des recherches pionnières, à la fois dans le genre du paysage et, tout à l'heure vous le verrez, dans le genre de l'architecture. Wolf-Huber est un contemporain d'Alldorfer, actif non loin de Ratisbonne, dans la ville de Passau, qui est située donc, à une centaine de kilomètres en aval sur le Danube. Et là encore, les sources nous font défaut, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement si les deux artistes se sont rencontrés. En tout cas, manifestement, ils connaissaient bien leurs œuvres respectives. Vous avez sous les yeux deux vues topographiques. Le dessin de Wolf-Huber représente le Mondsee avec le Schafberg, la montagne que l'on aperçoit au loin. Il s'agit donc du Mondsee près de Salzbourg, en Haute-Autriche, et on peut constater que le point de vue du spectateur correspond au point de vue objectif, du point d'observation qu'avait l'artiste au moment de dessiner cette feuille. Au contraire, dans la vue de Zagminstein dessinée par Alldorfer, le point de vue est fictif. On se trouve, le spectateur ici surplombe le Danube, donc à un point de vue relativement improbable. Donc c'est un paysage davantage recomposé et de plus, on observe donc un traitement graphique très présent, très calligraphique, avec une abondance de hachures courbes qui fait écho à la géologie caractéristique de cette région de Haute-Autriche. Donc on a davantage de mal à affirmer l'identification de ce site. Donc c'est probablement Zagminstein, mais avec tout de même une certaine réserve, puisque ce paysage est davantage retravaillé et stylisé que celui de Wolf-Huber. En tout cas, s'il s'agit bien de Zagminstein, cette ville donc, est située à quelques kilomètres en aval de Linz, et ce dessin attesterait le voyage d'Alldorfer en 1511 près de Linz, et donc on peut le rattacher en fait au contexte de la commande de ce fameux retable de Saint-Sébastien de l'abbaye de Saint-Florian située près de Linz. On observe donc des recherches simultanées entre les deux artistes et également une approche très différente sur le plan stylistique, avec ce dessin de Wolf-Huber d'une modernité très étonnante dans son économie de moyens, puisqu'il laisse le ciel parfaitement vierge et il confie à la réserve du papier la majorité de sa composition dans une approche très minimaliste de ce dessin au trait.
Wolf Huber dessinera par la suite un très grand nombre de paysages purs avec cette même technique, donc la plume et l'encre brune sur un papier crème. En revanche, d'Alderfer, nous ne connaissons qu'en tout 2 feuilles, dans celle-ci, de ce type. En fait, Alderfer répond à l'abondante production de Wolf Huber dans une autre technique qu'a évoquée Séverine à l'instant, c'est la technique de l'eau forte. L'eau forte, donc une technique récente, qui permet aux graveurs de se rapprocher au plus près de l'esthétique de ces dessins au trait, comme celui de Wolf Huber. Et là, vous avez sous les yeux une eau forte qui a été mise en couleur à l'aquarelle, probablement à la demande d'un collectionneur, et ce dès le XVIe siècle. Ce qui nous montre bien que de telles eaux fortes étaient collectionnées et considérées comme de véritables petits tableaux. Donc c'est une approche très moderne en fait du paysage, même si une approche plus traditionnelle de ces eaux fortes peut être notée dans la reprise de ces compositions d'Alderfer par d'autres artistes pour servir d'arrière-plan à des scènes religieuses, comme ici la Visitation peinte par Narcisse Rainer dans ce livre de prières de Vienne. Donc ces eaux fortes d'Alderfer ont connu une grande réception artistique auprès des autres de ses contemporains et elles étaient tirées en un très petit nombre d'exemplaires, donc les artistes les ont copiées pour pouvoir les intégrer dans leur fond d'atelier. Alderfer exécuta également quelques paysages à la gouache et à l'aquarelle, de rares paysages à la gouache et à l'aquarelle, dont celui de Berlin, où on retrouve la silhouette d'un grand épicéa, cette silhouette qui structure également la série d'eau forte, un grand épicéa dont les branches tombantes sont festonnées de lichen. Ici, la figure humaine, ce petit bûcheron qu'on voit au pied de l'épicéa, n'est là que pour magnifier la taille de l'arbre sur lequel Alderfer a placé son monogramme. Je ne sais pas si je vais y arriver, ici, le monogramme d'Alderfer. Donc on a presque à faire ici un portrait d'arbre dans une composition assez étonnante, le fait de placer l'arbre au centre de la composition. Et on retrouve le chemin tournant qui introduit du mouvement dans la lecture de l'image, et également cette capacité d'Alderfer de rehausser à la pointe du pinceau dans les verres pour détailler le feuillage et les racines de la végétation. Alderfer et Huber ne sont pas les premiers à exécuter des paysages à l'aquarelle et à la gouache. Vous avez tous en tête le grand exemple de Dürer qui les précède, mais les paysages donc, exécutés à l'aquarelle par Dürer, soit les vues d'Italie vers 1495 et les vues des alentours de Nuremberg, n'ont pas la même fonction, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas destinées au marché. Malgré la qualité insigne de ces paysages de Dürer, ils étaient considérés comme un répertoire finalement d'arrière-plan potentiel pour des compositions ultérieures, des œuvres achevées dans des œuvres soit gravées, soit peintes. Donc on a 2 approches différentes en fait de ce paysage pur, et on peut vraiment affirmer que Alderfer est le premier artiste européen à mettre sur le marché à la fois des paysages dessinés, des paysages peints et des paysages gravés. Donc, voici l'exemple des 2 seuls tableaux de paysages purs d'Alderfer qui nous sont parvenus, qu'on conserve aujourd'hui. 2 approches très différentes. Donc, le paysage au pont qui présente une composition très moderne, presque photographique, qui contraste avec l'approche plus idéale du paysage, du paysage de Munich, le paysage au château, où on a cette vue plongeante sur une perspective et une étendue d'eau à l'arrière-plan avec des montagnes à l'horizon, les 2 arbres servant de coulisses sur les bords de la composition, alors que sur le paysage de Londres, le paysage au pont, le massif d'arbres est placé au centre et avec le pont de biais qui crée une grande diagonale dans la composition, il finalement masque la vue, l'échappée vers le cours d'eau et la montagne qu'on retrouve bien à l'arrière-plan.
Dans les deux cas, on a cherché à identifier le site représenté sans succès. En fait, il s'agit probablement de reconstruction d'Aldorfer dans l'atelier. Et le paysage de Munich est tout à fait frappant donc, par la poésie de l'évocation de l'aurore, la subtilité de la palette chromatique à l'arrière-plan, et également par l'attention donnée aux détails, cette grande minutie que l'on observe dans la végétation au premier plan. En fait, Aldorfer invite le spectateur à une contemplation rapprochée du tableau, et quand vraiment on met le nez sur le tableau avec un peu de lumière, on arrive à trouver une petite figure ici, à ce niveau-là, qui pénètre dans la dense forêt et qui a été interprétée par certains comme une allusion philosophique au chemin épineux de la vertu. Si Aldorfer a été pionnier dans un genre qui n'existe pas encore, celui du paysage, il l'a été également dans l'architecture. On a vu que dès les années 1510, cette architecture, il développe l'architecture qui est une composante majeure de son œuvre. Cet intérêt pour l'architecture a souvent été mis en relation avec sa nomination en tant qu'architecte de la ville de Ratisbonne, une nomination qui est attestée dans les sources à partir de 1529, où il apparaît essentiellement comme architecte. Seulement, il faut avoir à l'esprit qu'il était plutôt investi de tâches administratives que de réalisation véritable d'architecte. On sait qu'il a conduit les travaux de plusieurs bâtiments urbains, notamment les chais ou l'abattoir municipal, mais on n'a aucun croquis de sa main qui nous permettrait d'affirmer qu'il était un architecte au sens actuel du terme. Il faut quand même avoir à l'esprit que Aldorfer était particulièrement au fait des traités et des composantes de l'architecture qui pouvaient exister, notamment en Italie, les réalisations de Bramante ou des traités d'architecture comme celui de Jean Pellerin de 1505. Cette utilisation de l'architecture comme motif principal dans ces dessins et dans ces gravures, vous la voyez particulièrement bien représentée ici dans la Sainte Famille à La Fontaine, où vous découvrez comment il utilise cette architecture, comment il construit son espace. L'architecture est vivante et tournante. Olivia vous l'a montré tout à l'heure avec le Saint-Jérôme, où on avait ce mur qui donnait son dynamisme à l'espace. Ici, le procédé est un petit peu différent, mais anime véritablement sa composition. Aldorfer utilise une vue de biais et va introduire un pan de mur sur la gauche, ici, fortement vu en perspective, cette perspective qui va être augmentée également par la grande figure de Saint-Joseph qui entre dans la composition, encore une fois, cette figure d'intercesseur qui permet aux spectateurs de rentrer dans la narration. Cette science de la conception spatiale a fait penser à une exécution de cette gravure en 1519. Or, si l'on regarde des dessins, et notamment le dessin qui se trouve au verso de la matrice de Munich, qu'Olivia vous a montré tout à l'heure, on peut voir que le type de personnage et la graphie elle-même est tout à fait proche, avec ces deux petits poutis en train de jouer et qui se retrouvent en bas de la fontaine avec les dauphins.
Au-delà de la représentation de l'architecture, cette gravure vous montre aussi toute la science, toute l'érudition et la complexité des compositions d'Alldorfer. C'est une iconographie extrêmement savante qui renvoie au repos pendant la fuite en Égypte, qui renvoie également au baptême avec la vasque, la colombe que l'on voit ici. Joseph, qui, je le disais, accompagne le spectateur au sein de l'édifice religieux, et c'est aussi une démonstration du culte particulier d'Alldorfer pour la Vierge, qui est la source du Cantique des Cantiques, la fontaine de vie. Mais ce qui est très particulier dans la production d'Alldorfer et qui fait qu'il est un pionnier, ce sont ces représentations rares de dessins d'architecture autonome. Vous voyez ici un intérieur d'église qui mêle, encore une fois, des éléments gothiques, des éléments renaissants qui peuvent être empruntés à la grande gravure Prévédari, donc d'après Bramante. Des vues d'intérieur qui vibrent véritablement grâce à l'utilisation du lavis très nuancé. Une vue, encore une fois ici, de biais qui donne donc son dynamisme à la composition. On a voulu, comme pour les paysages, reconnaître et identifier les édifices proposés par Alldorfer. Aucune hypothèse ne résiste à l'analyse. De même que pour les paysages, on a des relations d'exploration entre l'œuvre d'Alldorfer et celle de Huber. Huber, lui aussi, va représenter quelques rares intérieurs d'église, mais vous voyez toute la différence entre les deux artistes. Là où Alldorfer va utiliser son lavis pour faire vibrer l'architecture, Huber va les poser de façon très raisonnée, en respectant l'introduction de la lumière. Il va utiliser une plume extrêmement fine et marquer le sol de dallages qui permettent de donner la perspective de son architecture que l'on peut, à partir de ce dessin, tout à fait reconstruire. Ces deux dessins, vous le voyez aussi, étaient très certainement destinés à des amateurs, étant donné l'encadrement fictif qui leur a été donné. Architecture donc recomposée, avec une exception, cependant, une exception importante dans l'œuvre d'Alldorfer, qui est la représentation de l'intérieur de la synagogue de Ratisbonne, qui appelle un moment tragique de l'histoire de Ratisbonne. En 1519, en effet, la communauté juive, qui était jusque-là sous la protection de Maximilien, est chassée de la ville de Ratisbonne par une décision du conseil intérieur de la ville auquel fait partie Alldorfer. En quelques jours, la synagogue est détruite, la communauté juive expulsée de la ville, mais juste avant la destruction, Alldorfer exécute ces deux eaux-fortes avec une objectivité qui a été confirmée par les fouilles qui ont révélé le plan de ce petit édifice. On ne sait pas pourquoi Alldorfer a exécuté ces eaux-fortes. Certains pensent qu'elles étaient destinées aux chrétiens fanatiques qui avaient demandé à plusieurs reprises l'expulsion de la communauté juive. Pour d'autres, ce serait un acte de commémoration, un acte d'histoire et de documentation d'un édifice important dans la cité.
il est difficile de trancher. Ce que l'on peut observer, c'est que ces deux eaux-fortes ont été tirées à très peu d'exemplaires, ce qui suggérerait qu'elles étaient destinées à un public d'amateurs et d'érudits. Sur les ruines de la synagogue, très rapidement, on a érigé une église qui va devenir lieu de pèlerinage extrêmement important, église dédiée à la Belle Vierge, la Schöne Maria de Ratisbonne, à laquelle, pèlerinage auquel Alldorfer va très largement participer en livrant des gravures, que ce soit des gravures sur bois ou des burins, qui pouvaient être adaptés à toutes les bourses et à toutes les envies des pèlerins. Et vous voyez notamment sur la droite cette grande et exceptionnelle gravure sur bois en couleur, faite de 5 planches de couleurs et une de traits, un travail exceptionnel qui devait être adapté aux bourses les plus remplies. Je terminerai assez rapidement, rassurez-vous, sur la période tardive de la carrière d'Alldorfer, qui se caractérise par une certaine raréfaction du nombre d'œuvres produites par l'artiste. Sans doute, l'activité artistique d'Alldorfer est-elle concurrencée par les nouvelles charges officielles qu'a présentées Séverine dans l'introduction. Et pour rappel, donc en 1528, il est élu maire de la ville de Ratisbonne et il est contraint de renoncer à cette charge car il doit terminer ce qu'il appelle une œuvre particulière pour le duc de Bavière. Aujourd'hui, on pense qu'il s'agit de la célèbre bataille d'Alexandre, de l'Alte Pinakothek de Munich, donc le tableau emblématique d'Alldorfer qui malheureusement ne voyage pas, mais qui est évoqué dans l'exposition par un dispositif numérique qui offre une grande qualité de détail et qui permet de voir des éléments qu'on ne peut même pas discerner quand on est devant l'original sur les murs de l'Alte Pinakothek. Donc voilà. Je vous invite à découvrir le film. Donc Alldorfer, à la fin de sa carrière, s'affirme avant tout comme peintre. Il ne produit plus de dessins autonomes comme autrefois, mais les seuls dessins tardifs connus d'Alldorfer sont des dessins préparatoires à des peintures. Donc voici le premier, il s'agit du dessin préparatoire pour le tableau de l'Alte Pinakothek, qui représente donc l'histoire de Suzanne, cette héroïne biblique du livre de Daniel, qui est ici proposé comme exemplum virtutis, un exemple de la chasteté, donc commandé par les ducs de Bavière, Guillaume IV et Jacobé de Bavière. Dans l'exposition, un dispositif numérique permet de retracer le travail préparatoire de l'artiste, du dessin préparatoire jusqu'à la peinture, en passant par le dessin sous-jacent que l'on connaît grâce à la réflectographie. Et on observe qu'il s'attache principalement à la construction de l'architecture, puisque la perspective sur le dessin est encore une perspective intuitive et qu'elle devient vraiment rigoureuse et mathématique. C'est une perspective bifocale que l'on observe sur le tableau. Donc Alldorfer a acquis au fil des années une connaissance théorique de la perspective. Donc, ce sujet de Suzanne Aubin est rare au début du XVIe siècle et ce qui est encore plus rare, même dans l'histoire de l'art, c'est cette importance extraordinaire accordée à l'architecture, qui est un des soucis majeurs, on l'a vu, d'Alldorfer. Donc, cette architecture est le palais de Joachim et il est rarement aussi important dans une représentation de Suzanne Aubin. C'est une architecture de fantaisie qu'Alldorfer a recomposée à partir de modèles gravés, notamment des modèles italiens, comme celui de Rosselli, que vous avez à l'écran. Et on voit qu'Alldorfer a l'habitude de placer ces architectures de biais pour creuser l'espace de la représentation. Donc le second dessin qui nous soit parvenu de sa période tardive est également donc un dessin préparatoire à une peinture, mais cette fois une peinture murale. C'est le décor des bains du palais épiscopal de Ratisbonne, un décor qui malheureusement a été détruit, mais qu'on peut recomposer grâce au dessin sur lequel on peut placer un certain nombre de fragments qui nous sont parvenus et qui sont conservés principalement à Ratisbonne. Donc, on arrive à restituer ce décor, donc conçu pour les bains privés
de l'administrateur épiscopal et qui représente des bains publics avec une scène quelque peu licencieuse puisque vous avez au premier plan des hommes et des femmes qui se baignent ensemble, et pratiquement nus, ce qui favorise des scènes d'attouchement, et sous le regard voyeur des couples, probablement des couples adultères, qui les observent depuis la galerie à l'étage. Cette représentation dans le contexte d'un palais épiscopal peut surprendre, mais elle est en fait conçue comme un avertissement lancé par ce personnage ici, qui est un fou, et qui alerte le spectateur sur les dangers de la luxure auquel conduit le voyeurisme, alors que le spectateur lui-même est dans une position de voyeur. Donc cette architecture illusionniste décrite par Altdorfer plongeait totalement le spectateur dans ce palais Renaissance. On sait grâce à des photos qui ont été prises avant la destruction de ce décor au XIXe siècle que la porte de la salle se trouvait ici, donc magnifiée par ce portail fictif. Et c'est une architecture italianisante qu'on a pu rapprocher par de multiples, à la fois par la conception d'ensemble et par de nombreux détails, d'une architecture réelle qui est celle de la loggia du Castello del Buon Consiglio à Trente, en Italie du Nord, une loggia qui a été édifiée en 1531. Et les figures d'Aldorfer font penser aux figures peintes en 1532 par Girolamo Romanino dans le couloir qui mène au bain et dans cette loggia. Et on pense que ce rapprochement n'est pas fortuit, puisqu'on sait que le commanditaire de ce décor de Trente s'est rendu à la Diète de Ratisbonne en 1532. Et il est tout à fait vraisemblable que le commanditaire d'Aldorfer ait envoyé Alldorfer en Italie à Trente pour découvrir ce grand décor et s'en inspirer pour Ratisbonne. Donc ça serait, non, ce n'est pas vraiment une preuve, mais ça serait en tout cas une indication très plausible d'un voyage d'Alldorfer en Italie. On ne sait pas s'il est allé en Italie avant dans sa carrière. On pourrait tout à fait expliquer l'ensemble des emprunts italianisants qu'on observe dans son œuvre uniquement par le truchement de la gravure. Alldorfer, à la fin de sa carrière, explore de nouveaux genres picturaux, de nouvelles techniques, puisqu'il peint son unique décor mural connu, et également de nouveaux genres picturaux, donc scènes de genre pour les bains de Ratisbonne, et également portraits, avec ici le seul portrait autonome connu de la main d'Alldorfer. C'est tout à fait étonnant que nous ne connaissions pas d'autres portraits quand on voit la qualité de ce tableau, la présence du modèle, sa plasticité, son regard, et également les accords chromatiques très audacieux avec le turquoise et les reflets orangés de la robe qui contrastent avec les couleurs primaires du rouge et du vert à l'arrière-plan. Et en conclusion, donc point d'orgue de l'exposition et également de cette conférence, donc le tableau de Francfort, qui témoigne de l'apaisement du style d'Alldorfer à la fin de sa carrière. Les figures deviennent plus amples, plus monumentales, plus calmes. On voit qu'ici, Alldorfer ne cherche pas à innover et à surprendre par une composition audacieuse. Au contraire, il reprend des compositions antérieures, comme celle de Wolf Huber dans son grand chef-d'œuvre qui est le retable de Sainte-Anne à Feldkirch. Donc il reprend cette adoration des mages. Mais la qualité de ce panneau ne réside pas donc dans son caractère novateur, mais dans le raffinement de son coloris, le raffinement de son exécution picturale, avec une attention particulière donnée à la description des broderies dorées qui ornent les somptueux vêtements des rois mages, où on retrouve cette qualité de miniaturiste Alldorfer. Et en fait, ce tableau propose en quelque sorte une synthèse des domaines de prédilection d'Alldorfer, avec l'architecture, le paysage, avec la végétation qui envahit la ruine et le ciel atmosphérique, mais aussi l'invention d'objets orfévrés qu'on voit ici, qui sont offerts par les rois mages au Christ. Et si l'on veut, en conclusion, évoquer les grandes caractéristiques de la personnalité artistique d'Alldorfer, il faudrait ajouter, donc, outre ses talents de miniaturiste, ce goût pour l'architecture, le paysage, l'orfèvrerie, enfin, donc, cette formidable capacité d'invention et de reformulation des sujets traditionnels. Nous vous remercions pour votre attention.